Bonjour à tous. Ah, c'est parti? Bonjour, on va démarrer, Ah ouais, on est on va parti, démarrer la super. conférence donc, sur un retour d'expérience sur des systèmes de production multisources performants et flexibles. Bonjour à tous. Alors, je suis Denis Bazin, je travaille chez Belimo où je m'occupe du marché hydraulique pour le marché français. Alors, j'ai un petit peu une sensation un peu étrange, peut-être comme vous, avec cette conférence silencieuse, mais je pense qu'on va tous s'habituer à cette situation. Et donc aujourd'hui, avec Jean-Christophe, on partage un retour d'expérience sur un projet qui s'appelle le projet Campus Origine, qui est un bâtiment tertiaire. Jean-Christophe va vous en parler un petit peu plus précisément. Donc juste pour me présenter, donc je suis chef d'entreprise d'ICE, donc une filiale Vinci Énergie, spécialisée dans des travaux d'installation, on va dire fluides et principalement CVC. Donc je vais tout d'abord vous présenter l'opération en fait, qui a initié cette conférence. Donc il s'agit du projet Origine à la Défense, à Nanterre, à la Défense. Donc ce projet a été réalisé sous maîtrise d'ouvrage ICAD en entreprise générale, enfin plus exactement en groupement avec Bateg, donc Vinci Construction. Le concepteur est Aegis et Artelia a assuré la maîtrise d'œuvre d'exécution. Les travaux CVC ont été réalisés par Tinzini et donc bien entendu ICE. Le montant global du lot CVC était d'environ 26 millions d'euros. Et ce projet s'est échelonné en fait sur 24 mois et a été réceptionné en mars de cette année, donc en mars 2021. La surface de 70 000 m² se répartit sur deux bâtiments. Donc c'est les bâtiments que vous voyez là, T1 et T2 en fait. Donc pour l'anecdote, cette photo a été prise du bureau de Xavier Huillard, donc le PDG de Vinci, qui va occuper le bâtiment juste en face, l'Archipel, qui est également en cours de finition, donc le futur siège de Vinci. Et donc on voit un petit peu l'environnement de ce projet entre l'Arena 92 et donc juste derrière la Défense, où on voit la Grande Arche et les différentes tours de la Défense. Donc ce bâtiment est à ce jour occupé par Technip Energy, c'est un leader mondial, c'est le leader mondial de la pétrochimie, qui a quitté sa tour de bureau, qui était avant vraiment dans la Défense, et a fait le choix d'un campus horizontal en prenant à bail 50 000 m² sur cette opération. Voilà, une des caractéristiques de ce projet, c'est la production d'énergie, qui est donc commune aux deux bâtiments et qui a été donc hébergée au sein d'un pôle énergie. Les challenges, au-delà de la conception, donc sur laquelle on va revenir dans un deuxième temps, étaient clairement des délais d'exécution et de mise en œuvre contraints et dans un volume en fait, disponible de local également très contraignant. Donc c'est une production, pour vous donner quelques notions, qui fait 4,5 MW en froid et 3,3 MW en chaud. La particularité de cette production, et en froid et en chaud, en fait, c'est une production multi-énergie. Là encore, on le détaillera dans une seconde partie. Donc ce projet avait des ambitions énergétiques et environnementales particulièrement élevées. Aujourd'hui, le cycle de construction a été fait, la réception également. Donc aujourd'hui, on a un petit peu le bilan d'atterrissage de la réalité au travers de ces objectifs. Et les objectifs sont dépassés, puisque le label E2-C2 était contractuel. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau E3-C2. De la même manière, le label BREEAM Outstanding a été obtenu avec le 3e plus haut score français, toute opération confondue. Donc c'est un podium qui est plutôt agréable et bienvenu dans cette période post-Jeux Olympiques. Voilà, et au niveau du BREEAM, en fait, avec ce score, on est dans un top 15 des bureaux neufs dans le monde. Voilà, donc clairement, une performance à souligner. Bon, au-delà de ces labels, ce projet a tenu des délais contraints de réception, et ce, sans réserve majeure sur cette production. Voilà. La présentation du contexte étant faite, je vais laisser maintenant la main donc, à Denis Bazin, Belimo, qui va vous partager, lui, sa vision de spécialiste hydraulique. Merci Jean-Christophe. Alors, on vient de l'entendre, des performances attendues supérieures aux objectifs. C'est plutôt intéressant et du coup, ça mettait plutôt de la pression au niveau de l'exécution pour comment ne pas trahir une telle promesse, en fait, comment transcrire dans la réalité, dans les faits, une telle attente.
Et oui, effectivement, pour une installation de CVC, on sait très bien définir les différents composants, générateurs, émetteurs, pompes. On fait des calculs qui nous permettent de faire tout ça. On sait prévoir leurs performances individuelles également assez bien aujourd'hui. Mais comment quantifier la performance globale de la boucle hydraulique qui supporte tous ces éléments? Et d'ailleurs, la conception de cette structure hydraulique, est-ce que ce n'est pas justement un des points spécifiques, un des points d'attention où le savoir-faire des équipes d'études en conception ou à l'exécution s'exprime vraiment? Alors, avant de creuser ce point-là, peut-être c'est intéressant qu'on regarde un peu plus en détail les spécificités de ce projet-là. Vous l'avez vu dans l'intitulé, on parle de production multisource. Ce qu'on a voulu imager à travers ce vocabulaire, c'est l'utilisation de multiples générateurs, même si ça c'est assez courant, mais de types différents, ça l'est un peu moins, et exploitant différentes énergies. Ici, par exemple, de l'électricité, avec une thermofrigopompe 6 tubes sur nappe, des groupes de froid, mais également du gaz, du biofuel, des ENR, à travers les 2 réseaux urbains qu'on exploite, un réseau de chaud et un réseau de froid. On a choisi ce projet parce qu'on pense qu'il est assez représentatif d'une évolution de la construction de ces systèmes de production qui de plus en plus tendent vers l'utilisation de ces multigénérateurs, multisources, pour à la fois limiter au maximum l'impact environnemental tout en maîtrisant les coûts énergétiques. Alors si multiples générateurs, ça sous-entend forcément de faire des choix, de gérer les sources qu'on va utiliser. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse ça en définissant des critères, en définissant des priorités pour aller chercher la meilleure source à l'instant T. Alors ça va se faire en fonction de différents critères. Par exemple, le poids CO2 de la source. Ça peut se faire également en fonction du coût de son énergie primaire, du rendement d'un générateur. Avant tout ça, quand même, de la disponibilité de la source. Parce que on sait que certaines sources, le solaire par exemple, ne sont pas disponibles en permanence. Même si parfois la non-disponibilité d'une source peut être compensée par du stockage. Ici, par exemple, on a choisi de stocker du froid sur glace pour profiter justement de périodes creuses, produire du froid, le stocker et pouvoir l'utiliser en période de pointe. Alors, on pourrait imaginer prendre en compte tout un tas d'autres éléments. Je ne sais pas moi, par exemple, même aller jusqu'au coût de maintenance d'un générateur pour peser dans la balance. On va plutôt en choisir un autre dont les coûts de maintenance sont plus faibles. Pourquoi pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut. La liste de ces critères, elle est, on le voit, déjà plutôt longue et dans tous les cas, elle est évolutive. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce poids CO2, c'est un critère plutôt mis en avant et utilisé, mais demain, ça peut être totalement autre chose. Ça veut dire qu'on va devoir mettre en place une logique de sélection de ces sources qui doit en même temps être intelligente et elle-même évolutive pour s'adapter au nouveau contexte. Pour permettre ça, à ce moment-là, on n'a plus le choix. La qualité de la structure de la boucle hydraulique devient primordiale. On ne peut pas avoir une boucle hydraulique qui ne soit pas au service de ses ambitions. Et donc, pour rendre ce choix possible, ces meilleurs choix, la boucle, elle doit permettre quoi? Elle doit permettre une juste indépendance des générateurs entre eux. Elle doit permettre également quelque chose de primordial, c'est une juste mesure de la demande. Et oui, tout par-delà, notre installation, on la fait toujours fonctionner en fonction de l'appel des besoins des utilisateurs. Elle doit évidemment être capable de fonctionner en fonction de la disponibilité de la source, on l'a déjà évoqué. Et puis enfin, toujours, cette notion de rendement, mais cette fois plutôt sur, non pas des rendements théoriques, mais des rendements réels, donc avoir une capacité à mesurer ces rendements. Et tout ça afin d'alimenter les automatismes en information, afin qu'eux viennent sélectionner la combinaison la plus efficiente en permanence. C'est ce fonctionnement un peu idéal qu'on recherche souvent, du fonctionnement on-demand, à la demande. Alors, malgré tout, on voit, on a fait un cahier des charges, là un peu, on a pas mal de contraintes,
Et pour autant, cette structure hydraulique, elle doit impérativement rester simple. Simple à réaliser. Bah oui, on l'a évoqué, on avait des contraintes fortes sur ce projet-là, sur les délais d'exécution, les délais de mise en service. Donc il faut que ça reste simple. Plus c'est simple, plus les temps d'exécution sont réduits. Ça évite également beaucoup les risques d'erreur. Les choses simples, les gens les comprennent assez facilement et les réalisent assez facilement. Pardon. Simple en termes de mise en service. Ben oui, là aussi, l'idéal, c'est d'avoir une mise au point qu'on puisse structurer, qu'on puisse caler sur le planning d'avancement des travaux, de manière à réaliser ça avec des phases similaires, par bâtiment, par tranche, par étage, selon l'avancement du projet. Et ça, principalement, afin d'éviter de devoir faire le commissioning, l'intégralité du commissioning en toute fin de chantier. On le sait, on a des dates butoirs et à la fin, on se retrouve avec tout à mettre en service. C'est très, très compliqué. On fait ça un petit peu sous pression. Si la structure hydraulique permet d'éviter ça, c'est vraiment un atout important. Et puis enfin, simple à exploiter. La phase d'exploitation représente une part vraiment importante de l'impact environnemental. Donc il est crucial que les performances restent à minima au niveau originel tout au long du cycle de vie du bâtiment. Là aussi, compréhension, appropriation par les équipes de maintenance est un élément clé pour leur permettre de maintenir et même, pourquoi pas, d'améliorer au fil du temps les performances de l'installation. On l'a évoqué, elle se doit d'être évolutive. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, les critères de choix peuvent changer, mais aussi on doit avoir la capacité à intégrer, à apporter à l'installation, la faire vivre avec des nouvelles technologies, notamment des évolutions sur les générateurs qui, sans doute bien, ne manqueront pas d'arriver. Et là, il faut absolument que ça reste ouvert et de manière relativement simple, parce que comment envisager de remplacer un générateur par un plus performant si l'ampleur des travaux nécessaires annule le bénéfice? On ne le fera jamais. Le cahier des charges est bien rempli, beaucoup de contraintes, on a mis la barre assez haut, et pourtant il y a un moyen assez simple de répondre à toutes ces contraintes, c'est le découplage hydraulique. C'est quelque chose qu'on fait depuis toujours, qui est simple et qui est parfaitement maîtrisé. Alors, à la vue de ces schémas, j'ai vu, même malgré les masques, quelques sourires, parce que ce magnifique schéma un petit peu brut. Alors, au-delà d'avoir l'avantage de présenter une vision assez synthétique de ce qu'on a fait en termes de structure de la production, structure hydraulique de la production, ça image sans doute assez bien ce processus d'échange et de collaboration avec l'entreprise. Ce moment où allez, on crayonne, on gomme, on critique, on corrige, et puis petit à petit, on passe d'intuition personnelle à une solution partagée. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de présenter ça. Alors, les générateurs, selon qu'ils produisent du chaud ou du froid, et parfois c'est les mêmes, hein, la TFP par exemple, typiquement, elle produit du chaud ou du froid. Donc son réseau chaud est raccordé sur une boucle chaude, son réseau froid raccordé sur une boucle froide, et ces boucles de production, ces deux boucles, sont découplées hydrauliquement du reste de l'installation, découplées de la distribution. Cette séparation hydraulique, quelle que soit sa forme ou son appellation, bypass lisse, bouteille casse-pression, ballon tampon à 3 à 4 piquages, on entendra beaucoup de vocabulaire qui représente un phénomène hydraulique qui est tout le temps le même, en fait, présente de nombreux avantages. Cette interface à pression différentielle nulle assure non seulement l'indépendance hydraulique entre la production et la distribution, mais également l'indépendance des générateurs entre eux et des réseaux de distribution entre eux. Cette indépendance, elle s'applique en fonctionnement. Oui, quand on démarre un générateur avec ce système-là, il ne vient pas perturber le fonctionnement d'un autre générateur. Donc ils n'ont pas d'influence entre eux. Une variation de débit dans la distribution n'influence pas le débit dans la production, et vice-versa. Ça facilite la mise au point. On a dit que c'était un point crucial, on voulait faire ça assez rapidement, et tout ce qui facilite généralement raccourcit les délais. Il est possible de mettre au point, régler, démarrer un générateur seul, isolément,
sans que les autres fonctionnent. On peut même imaginer faire la mise au point de la production complètement sans que la distribution soit en service. C'est tout à fait possible. Ou l'inverse, mettre la distribution en service alors que la production n'est pas prête. Puis enfin, on l'apprécie également à l'exploitation. La mise à l'arrêt d'un générateur, pour faire sa maintenance par exemple, ou son remplacement, n'a aucune influence sur le fonctionnement hydraulique global. Évidemment, en puissance, on a perdu un générateur. Mais comme on est surpuissant, on va pouvoir en utiliser d'autres sans avoir besoin de modifier aucun réglage ni de faire aucune intervention. Donc vraiment une grosse souplesse en termes d'exploitation. Un point de vigilance, un seul. On devra s'assurer de ce qu'on appelle la compatibilité des débits entre le débit amont et le débit aval de ce découplage, entre mes débits de production et mes débits de distribution. Alors on entend parfois dire « ouais, mais les bypass, c'est pas bien parce que ça détruit le delta T, ça fait baisser le delta T, c'est pas bon pour le rendement des générateurs. » Alors il y a des gens qui disent il faut les enlever. Ok, mais en fait, est-ce que ce n'est pas une mauvaise réponse à une excellente question? Évidemment que c'est stratégique d'avoir des grands delta T. Mais qu'est-ce qui génère des grands delta T? Du débit variable, ça on l'a tous compris, on le met tous en œuvre. Mais après, qu'est-ce qui garde ça sous contrôle? C'est une question d'équilibrage. Ce n'est pas une question de structure hydraulique, c'est une question d'équilibrage. D'ailleurs, les industriels, tous, on a développé des produits qui permettent de mettre ces débits sous contrôle, les débits variables d'ailleurs, avec des régulateurs de pression différentielle. On travaille à pression différentielle constante, mais débit variable, ça fonctionne très très bien. Ou ces vannes qu'on qualifie souvent de PICV, ces vannes qui combinent à la fois l'équilibrage et la régulation. On les appelle parfois automatiques, auto-équilibrantes. On étendra différents vocables autour de ça. Et puis même, en fait, ce découplage, ça peut devenir un avantage. Ça peut permettre de limiter le nombre de générateurs en fonctionnement par rapport à des installations à débit constant. Alors, on ne va pas développer ça aujourd'hui, mais ça peut aussi devenir un avantage. Voilà pour la partie production. Un focus sur la partie aval, distribution chaud uniquement, permet de découvrir là encore un challenge. Et oui, les concepteurs avaient prévu non pas une boucle de distribution chaud, mais deux, distinctes et fonctionnant à des températures différentes et alimentant elles-mêmes des réseaux fonctionnant à des températures différentes. Un peu complexe. On a donc là une boucle haute température qui est alimentée par le réseau urbain et une boucle, qualifions-la de moyenne température, qui est alimentée par la boucle de production de chaud dont on vient de parler, avec un complément par le réseau urbain, par le réseau chaud. Le réseau de température alimente des consommateurs tels que des centrales de traitement d'air, des radiateurs et une production d'ECS elle-même haute température. La deuxième boucle, la boucle moyenne température, elle alimente des consommateurs tels que des planchers chauffants, des plafonds rayonnants et une deuxième boucle ECS moyenne température, destinée à la distribution des sanitaires dans les étages où on n'a pas besoin d'eau très chaude, à la différence du restaurant d'entreprise où là on veut de l'eau chaude par exemple. Comment satisfaire ces différentes demandes, ces différents besoins de régulation des températures, ainsi de suite? Bien. Assez naturellement, il y a un montage qui s'est imposé, c'est le montage en injection. C'est un montage qui permet de satisfaire à la fois le besoin de réaliser cette fonction de régulation des températures de départ, des réseaux de distribution, mais même également la fonction de support de la boucle moyenne température par la boucle haute température. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, assez simplement. Pour réguler des températures, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le principe qu'on connaît tous, le principe de remélange. Je récupère de l'eau des retours que je remélange avec l'eau des départs. Okay, et donc là, on fait ça avec un bypass. Et le taux de mélange est contrôlé par une vanne de voie pressurisée. Okay, et c'est le taux d'ouverture de cette vanne qui va réguler mon taux de mélange et va donc réguler ma température. C'est un montage qu'on peut qualifier de 4-4. En effet, il est compatible avec quasiment toutes les configurations, tous les types de générateurs, qu'on ait un découplage ou pas d'ailleurs, ça peut être assez intéressant dans certains cas,
tous les régimes de température, que la production soit à la même température que les réseaux de distribution ou pas. Enfin bon, il fonctionne pratiquement partout. Et on le voit, c'est un schéma hyper simple. Et en termes de mise en service, c'est vraiment très, très simple. En plus, si on utilise des vannes de voies, celles dont on vient de parler, ces fameuses vannes PICV, on n'a pas de question d'équilibrage puisqu'il devient automatique l'équilibrage. Sur Origine, on a même fait le choix d'aller un petit peu plus loin puisqu'on a utilisé des vannes PICV, une nouvelle génération de vannes qu'aujourd'hui on qualifie de vannes PICV électroniques pour les différencier des vannes mécaniques, qui en fait ouvrent le champ des possibles. Avec ces vannes-là, on a la possibilité de faire un paramétrage sur site numérique en quelques instants. Mais ici, ce n'est pas ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que ces vannes-là, elles ont une capacité à produire et à enregistrer de la donnée. Quel type de données? Tout ce qu'elles voient passer. Elles sont capables de produire des informations sur des débits qui les traversent, sur les températures. On a un débit, une température, on a une puissance. On a une puissance, on sait faire même de la mesure d'énergie. Et il y a même des modèles qui arrivent maintenant qui peuvent avoir des certifications EMIDE dont on a parfois besoin quand c'est lié à de la facturation. Là, ce n'était pas le cas, on n'en avait pas besoin, mais il est également possible d'avoir des vannes avec cette certification. Bref, un changement total de paradigme. On passe d'une situation où on utilisait des vannes mécaniques à une situation où on a une solution électronique connectée. Les informations que ces vannes fournissent, dans notre cas, elles sont cruciales pour que les automatismes puissent faire les bons choix. Pour faire des choix, il faut de l'information. On a parlé de ces critères au départ. Et pour remplir, cocher ces critères, on a besoin de l'info. Ces vannes-là sont tout à fait à même d'apporter ces informations aux automatismes. Et donc, les automatismes ayant les bonnes informations sont capables de faire les choix les plus pertinents en permanence. En plus de ça, ces vannes étant électroniques, elles embarquent de l'intelligence qui permet d'avoir accès à des fonctionnalités autonomes d'optimisation de l'installation locale. Optimisation des delta T, régulation en puissance au lieu de réguler en débit, pilotage dynamique et automatique de la HMT de la pompe. On voit qu'on peut aller très très loin, des outils hyper puissants pour réduire les consommations. Alors, sur ce projet, sur Campus Origine, le travail sur la boucle hydraulique et les automatismes a donné de bons résultats. Ça confirme qu'un bon travail sur la boucle hydraulique, ça a un impact fort et probant sur la performance globale du bâtiment. Le défi de la sobriété des bâtiments est un enjeu immense, mais des pistes apparaissent. L'amélioration des structures hydrauliques en est sans doute une. On a tous un bout de la réponse. Et puis, au moment où l'Union européenne, je ne sais pas si vous avez entendu ça, on commence à entendre cette petite musique-là, projette de taxer les émissions de CO2 des bâtiments, au moment où, de jour en jour, l'urgence climatique s'affirme, est-ce que les bâtiments existants n'ont pas là une piste, un potentiel de réduction de leur consommation énergétique? Question ouverte. Jean-Christophe, quelques mots avant de répondre aux questions? Un petit mot, effectivement, pour conclure. Juste pour vous évoquer, c'est ce qu'on a essayé de retransmettre aujourd'hui dans cette présentation bipartite. Cette production, en fait, qui est un petit peu hors norme, ou du moins très ambitieuse, elle a pu être réussie que par une collaboration efficace. Donc une collaboration qui a eu en amont avec le concepteur, qui était Aegis, et également donc une coopération dans la manière d'affiner le résultat au travers de ce qu'on a pu vivre, ICE et Belimo. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner également, et c'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui de participer à cette conférence, parce que j'ai trouvé que ça avait été particulièrement efficace et au service en fait, de la performance et de l'ouvrage construit à notre maître d'ouvrage. Voilà, donc on va s'arrêter là et on a quelques minutes, je pense, pour répondre à quelques questions ou réactions si vous en avez. Bon, question? Oui? Merci pour la présentation. Antoine Simon, Vinci. On a compris, je pense que vous avez revu la conception et que vous avez amélioré la performance énergétique du coup, de la boucle hydraulique et du bâtiment.
En termes de... Ça a un peu changé la conception. Est-ce que d'un point de vue économique, il y a eu un changement aussi? Est-ce que vous avez pu le faire parce que c'était moins cher ou est-ce que simplement c'était le gain sur la consommation qui a fait que les travaux étaient peut-être plus chers mais ça a motivé le client? Alors, je pense que c'est plutôt Le, le, le gain, oui, on recherche un gain financier, mais je dirais qu'à ce niveau-là, au travers de la taille de cette production, c'était plutôt à la marge. Notre souhait, c'était de la simplifier, je dirais, au maximum. Donc on a effectivement supprimé certains échangeurs qui ont été en fait du coup plutôt compensés par ces structures de boucles hydrauliques et de découplage hydraulique. Donc c'est là. Et quand on multiplie les échangeurs, on prend beaucoup de place dans les locaux. Donc là c'était aussi un enjeu parce qu'on était dans un espace contraint et de simplification. Économiquement, ça n'a pas été révolutionnaire, c'est plutôt au service de la performance que le travail a été mené. Merci. D'autres questions? Oui. Merci. Bonjour. Moi, j'ai plus des questions concernant ces deux boucles. C'est la première fois que je voyais ça, et donc je suis très curieux de mieux comprendre cette histoire de température moyenne et haute température présente, surtout au niveau entretien, au niveau retour d'expérience que vous avez sur le site. Le fait d'avoir deux boucles en présence, une qui va plus agir sur vos planchers, donc température plutôt basse, et une qui va agir sur vos actions haute température, le CS. Est-ce que ça n'a pas provoqué, de fait de tirer deux réseaux, plus de complexification? Ou est-ce que ça a aidé durant la conception? Et après, durant l'exploitation, est-ce que ça a apporté des problèmes et ou des aides? Là aussi, peut-être plutôt la réponse de ton côté. Alors, c'est vrai que ça rajoute, on va dire, des réseaux et des linéaires, mais pas tant que ça, parce que souvent, c'est des consommateurs qui sont à des endroits différents. C'est-à-dire qu'un plancher chauffant, il va être plutôt réservé dans les espaces communs de rez-de-chaussée, type RIE ou hall d'accueil. Des plafonds rayonnants, ça va être diffus dans l'ensemble des plateaux de bureaux. Et les quelques radiateurs qui peuvent être haute température vont être plutôt dans les infras, dans des zones un peu moins nobles, plus techniques ou fonctionnelles. Donc on aurait de toute façon eu une pieuvre de distribution qui aurait été distribuée dans l'ensemble de ces réseaux. Ça rajoute un petit peu, effectivement, d'avoir un réseau séparé qui monte en terrasse pour desservir les centrales de traitement d'air plutôt que de se piquer sur un réseau moyenne température. Mais du coup, on est plus performant sur les batteries, on évite de multiplier les rangs parce qu'on est à des températures plus élevées sur le chaud. Quelque part, c'est un équilibre hydraulique, mais c'est aussi un équilibre financier qu'il faut trouver. Et puis, pour compléter la réponse, confronté à ces situations-là, on trouve aussi des astuces. Par exemple, sur le CS, on a deux boucles, une moyenne température, une haute température. Par contre, c'est un montage 3 tuyaux, donc avec un retour commun. Donc, on a aussi trouvé des solutions pour limiter l'impact de ces contraintes. Et c'est aussi, pour les maîtres d'ouvrage, un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a aussi une ambition environnementale pour un bâtiment. C'est-à-dire que dès la conception, ce bâtiment il a été conçu dans cet objectif de performance. Et donc on a répondu, nous, à un appel d'offres qui avait cette ambition-là. Donc c'est aussi un choix de maître d'ouvrage de valoriser un actif. Là, ICAD était maître d'ouvrage, mais il est également, c'est un actif à ICAD, donc c'est un bâtiment qui appartient à ICAD. Donc il a choisi une valorisation financière de son bâtiment par sa performance et par les labels. Donc c'est aussi, là encore, des équilibres entre performance énergétique, coût d'installation, coût d'exploitation derrière, quand c'est son coût de bâtiment, etc. Oui. Merci. Et bonjour. Vous pouvez préciser les niveaux de température de ces deux boucles? Oui. Sur la boucle haute température, on est sur les boucles qu'on retrouve, les niveaux de température qu'on retrouve classiquement quand on est desservi par des réseaux urbains de l'ordre de 80-90 degrés de température possible. Et la boucle moyenne température, on était au maximum à 60, 55 degrés, 60 degrés. Et le froid à ce moment? Le froid, en fait, on était là sur un seul système de distribution parce que là, à la fois le réseau urbain et les machines travaillent à des niveaux similaires, assez classiques, 7-12, 7-13, 6-13, voilà. C'est vraiment en chaud où on avait ces deux niveaux. En froid, on n'avait pas le cas de figure. Les planchers chauffent, le rayonnant, c'est aussi froid et chaud. On envoie soit de l'eau froide, enfin limitée absolument. en niveau bas et un niveau chaud. Donc,
Donc après, en termes de production, en froid par exemple, on a des températures qui ne sont pas compatibles ni avec du plancher ni avec des plafonds pour les risques de condensation. Donc Oui, là, voilà. même chose, montage en injection et régulation. On remonte là les températures pour travailler à des températures qui nous tiennent au-dessus du seuil de risque de condensation. Ça fait trois réseaux finalement. Ça fait deux réseaux chauds et un réseau froid. Voilà, ça fait absolument. 3 réseaux. Absolument. Voilà. Mais ne desservant pas les mêmes zones, Oui. ce qu'expliquait Jean-Christophe. Oui, bien sûr. Merci. Je t'en prie. Je crois qu'il faut qu'on clôture. Merci beaucoup pour votre présence, votre temps et vos questions. Merci également. Je vous souhaite une Bonne belle fin de journée. Merci.